Bonjour à toutes et tous. Le 8 octobre, le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, à la demande de Serge Letchimy, président du Conseil exécutif, convoquait l'ensemble des élus de Martinique pour un congrès. Objectif de cette journée du mercredi 8 octobre, voter pour un pouvoir normatif autonome pour la Martinique et revendiquer en fait ce statut auprès du gouvernement et notamment du Premier ministre. Nous allons essayer de décrypter ce que ce 8 octobre va peut-être changer pour la Martinique. Avec nous pour en parler sur ce premier plateau, Catherine Conconne, sénatrice de Martinique et présidente de la Martinique Ensemble. Secrétaire général, De la Martinique Ensemble. Et Bertrand-François Lubin, docteur en droit public, qui va nous éclairer sur l'aspect juridique et sur les réalités ou les possibles, comme on dit, le champ des possibles. Le champ des possibles, oui. Par rapport à cette décision. Merci à tous les deux, bonsoir. merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Catherine Conconne, vous êtes une des, on va dire, plus anciennes élues de Martinique. On peut le dire comme ça. Vous avez fait... vous avez plus connu, ancien que moi, quand même. Vous avez, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez connu un certain nombre de présidents du Conseil général, de régions, de la CTM, un certain nombre de premiers ministres et de ministres des Outre-mer. On va d'abord parler, 10 ans après l'élection de la première Assemblée territoriale de Martinique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en 10 ans pour nous, sur le plan du pouvoir des élus martiniquais? Il faut savoir que nos collectivités ne disposent pas de pouvoir, au sens institutionnel du terme. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas les leviers. Nous sommes dans le train des actes de décentralisation de l'État qui ont commencé sous Gaston Defferre dans les années 80. Il y a eu un acte 1, un acte 2, un acte 3. Et généralement, l'État se défait d'un certain nombre de ses compétences pour les remettre aux collectivités pour gérer au plus près. C'est un peu ça l'idée. Bon. Personne n'est contre. Il faut savoir qu'avant, lorsqu'il fallait construire un lycée, c'est l'État qui construisait un lycée. L'État assez radin à l'époque fait que dans les années 80, sous la mandature de Camille Darcier, on a 4 ou 5 lycées de mémoire. Aujourd'hui, il y en a plus de 20. Beaucoup d'élèves n'allaient pas au lycée parce qu'il n'y avait pas de lycée. Alors il n'y avait pas de place. Parce que c'est du ressort du pouvoir local. Voilà. Non, c'est du ressort, je répète, de la compétence locale. Ouais. Donc, il y a des règles qui sont édictées par l'État et qui sont déléguées à des collectivités pour pouvoir faire en nom et à la place de l'État. C'est l'État qui fixe les règles. Donc ce sont des délégations. Oui, ce sont des délégations de compétences. Voilà. Plus précisément des transferts de compétences. Des transferts de compétences. Délégation, c'est autre chose. Voilà. Des transferts de compétences. Donc, vous faites à la place d'eux, mais avec les règles de la personne qui vous les a transmises, mais également avec les moyens financiers qui vous ont été donnés par cette personne dans des règles tout à fait établies. Est-ce qu'à ce moment-là... Ce qui a changé pendant les 10 ans, puisque vous me questionniez sur les 10 ans, c'est qu'on est arrivé à fusionner 2 collectivités qui étaient souvent en doublon sur des politiques publiques. J'ai eu l'occasion d'être élu au Conseil général en 2004, après à la région en 2010. Beaucoup de choses, d'actions qui se faisaient, se chevauchaient. On allait là, on prenait des 2 endroits, on s'occupait de la pêche, on s'occupait... Qu'on ait fusionné les 2, pour moi, c'est une bonne chose que je ne remets pas en cause. Maintenant, on a choisi un mode de gouvernance à l'époque avec une assemblée et un conseil exécutif qui était très bien, qui paraissait très bien. Et jusqu'à présent, je ne m'oppose pas à cette gouvernance. Cependant, à l'intérieur du déroulement de cette gouvernance, il y a certainement des choses à améliorer. J'ai eu l'occasion de parler de recul démocratique. Je continue de le dire. Il faut revoir un certain nombre de règles pour que cette collectivité respire mieux. Nous allons y revenir. Bertrand-François Lubin, le regard du docteur en droit public, constitutionnaliste. Enfin, j'enseigne le droit constitutionnel, mais je ne suis pas constitutionnaliste. Donc on est 10 ans après décembre 2015 et la victoire d'Alfred Marie-Jeanne lors du vote pour la première assemblée territoriale, la victoire du Grand Assemblée. De votre point de vue de juriste, est-ce que depuis 10 ans, on a progressé en matière de gouvernance locale? Alors, avant de répondre directement à votre question, c'est ce qu'on a progressé, donc en termes de bilan. Oui. Il faut se remémorer les choses. Il faut contextualiser effectivement ce qui s'est passé. Il y a l'idée qu'il faille, parce que effectivement c'est à vous pour tout le monde, qu'il faille simplifier le paysage administratif. Alors, du reste, ça me permet, suite donc à ce qui a été dit auparavant, d'aucun critique le modèle institutionnel que nous avons retenu. Mais il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que
la situation dans laquelle on est dans la plupart des cas, je prends l'exemple des communes, où vous avez un maire qui est l'exécutif, mais qui préside aussi l'Assemblée, le conseil municipal. Il y a un problème du point de vue démocratique. Donc, ne serait-ce que de ce point, je préfère effectivement le modèle institutionnel que nous avons, que les Martiniquais ont choisi donc, en 2010. Et l'objectif, avant tout, ce n'était pas une évolution statutaire, c'était une évolution de notre organisation administrative qui a consisté à simplifier notre paysage administratif. Et dans le cadre de ce fameux article 73 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui nous permettait théoriquement d'avoir un certain nombre de possibilités d'adaptation, voire d'expérimentation. Oui, tout à fait. Mais l'expérimentation, ça vaut aussi pour l'ensemble des collectivités de France et de Navarre, pour reprendre une expression consacrée. De France, de Navarre et d'outre-mer. Oui, tout à fait. Vous avez raison. De la dite encore, les pays des océans. Oui, on va prendre une expression consacrée aujourd'hui. Béatrice Bellé, qu'on va voir tout à l'heure. Qu'on va recevoir tout à l'heure. Voilà. Nous avons, effectivement, de mon point de vue, fait un pas, je considère, qualitatif. Maintenant, rien n'est figé. Rien n'est figé. Mais en tout cas, ce que je voudrais, je profite de l'occasion, puisque c'est un peu mon rôle, qu'est-ce qu'on entend par statut ? Si vous prenez, donc j'invite nos téléspectateurs, téléspectatrices à lire l'article 72.4. Il est indiqué qu'on doit nous consulter si on demande à changer notre organisation administrative, notre régime législatif et la question de compétences. Ce sont les 3 éléments qui font ce qu'on appelle un statut. Alors aujourd'hui, on peut très bien changer un élément de cet ensemble sans véritablement qu'on change de régime législatif. Et c'est ce que nous avons fait en 2010. Nous avons changé notre organisation administrative en passant de 2 institutions à une seule, mais nous n'avons pas changé notre régime législatif. Le 3e élément, la question des compétences, elle est aussi importante parce que l'État ne saurait transférer aux collectivités territoriales des compétences qu'il a lui-même transférées à l'Union européenne. Donc c'est en cela que cette question, ce sont les 3 éléments qui font qu'on parle de statut. De compétences. Voilà, d'accord. Le mot statut recouvre 3 éléments. Donc la question de l'organisation administrative, la question du régime législatif, à quel donc régime 73-74 nous sommes assujettis, et la question des compétences. Catherine Conconne, les Martiniquais avaient refusé l'évolution statutaire, donc 73 ou 74. Ils ont accepté la fusion des 2 collectivités. Il y a eu, on est presque à la fin, on arrive à la fin de la 2e mandature de la collectivité territoriale de Martinique, après Alfred Marie-Jeanne. C'est Serge Letchimy qui a présidé le conseil exécutif, qui préside aujourd'hui le conseil exécutif. Vous, qui avez siégé, mais également qui avait le regard de la sénatrice, de la parlementaire aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment osé dans le cadre de l'article 73 ? On ne peut pas oser davantage. On a un cadre qui est un cadre, point. On ne peut pas oser davantage. On ne peut pas inventer une audace qui n'est pas permise, qui n'existe pas aujourd'hui. L'article 73 prévoit dans le 73.3, aller vers des habilitations. Tout le monde sait très bien que l'habilitation, c'est une création pour vous habiliter à faire un certain nombre de choses. Cependant, c'est un parcours du combattant qui veut dire, en gros, nos cabas, mais surtout pas fait. Tout est fait pour dérouter, décourager. Bon, là, sur la gestion unique de l'eau, il y a une habilitation qui a été déposée. Elle est inscrite enfin au JO juillet dernier, soit 4 ans plus tard. Officiel. Donc, on a l'habilitation n'est pas en soi un système qui assouplit, parce que c'est contraint dans le temps, c'est contraint par la loi, mais on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on a fusionné 2 collectivités, autorisé une audace particulière à faire. On est dans un cadre qui est celui du 73 et qui revendique l'identité législative. Autrement dit, on a voté en France, c'est bon pour vous. C'est ça le principe. Donc ce mercredi 8 octobre, on saura peut-être dans 10 ans si c'est un jour historique, Bertrand-François Lubin. Oui, parce que les élus martiniquais revendiquent aujourd'hui un pouvoir normatif autonome. Alors je demande aux juristes de nous expliquer ce que c'est qu'un pouvoir normatif autonome, sachant que dans ce triptyque de mots, il y a autonome qui fait penser à autonomie. Bien sûr, tout se situe à ce niveau-là. Bien sûr. Bon, je vais essayer donc d'être concis parce qu'il me faudrait à la limite plus de temps. Soyons pédagogues. Oui, mais je vais tâcher. L'enseignant sait faire. Alors, donc, pouvoir normatif autonome. Alors, donc tout est dans
l'adjectif autonome. Donc ça veut dire autonome, autonomie, autonomos, on se donne ses propres règles. D'accord ? Donc ça part de cela. Libre arbitre, liberté, tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, pouvoir normatif autonome. L'ensemble. C'est l'idée qu'on reconnaisse aux entités locales, et singulièrement donc à nos entités, qui sont donc de l'autre côté de l'Atlantique, la possibilité d'édicter des règles en dehors de la loi. C'est ça, tout simplement, en dehors de la loi. Parce que nous sommes dans une république, la République française, qui est marquée du sceau de ce que nous, enfin, les gens qui enseignent, qui travaillent le droit constitutionnel, nous appelons le légicentrisme. C'est-à-dire que la référence, c'est la loi. Donc l'idée, c'est d'avoir un pouvoir d'édicter des règles, mais en dehors de la loi. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Donc je parle d'hypothèse basse et d'hypothèse haute. Alors, l'hypothèse basse, on pourrait effectivement demander à modifier la procédure, la loi organique permettant de demander les habilitations. Oui. C'est une hypothèse basse. Alors, juste en 2 mots, une habilitation, c'est quoi ? C'est alors le fait d'autoriser la collectivité à modifier les lois et règlements qui sont édictés au niveau national. Autrement dit, à les adapter à nos réalités. En dehors du en-delà, parce qu'on n'est plus dans le cas de l'adaptation. L'article 73, alinéa 3, ce n'est plus de l'adaptation. L'adaptation, c'est l'article 73, alinéa 2. C'est-à-dire, il y a un existant et on peut adapter à nos caractéristiques et contraintes particulières. L'article 73 nous permet de déroger. Donc, on n'est plus dans l'adaptation. Donc, je parle juridiquement parlant. On est dans un cadre dérogatoire. Donc, l'habilitation va plus loin. Alors, elle va plus loin que l'adaptation, puisqu'on fait différemment que ce qui est prévu pour le reste. C'est ça l'idée. On a une trajectoire autre. L'adaptation, vous suivez la trajectoire qui est fixée. Simplement, vous l'adaptez à la marge. La dérogation, vous faites différemment de ce qui est prévu. C'est ça, donc, le sens de l'article 73. Ce pouvoir normatif autonome doit nous permettre, s'il est accepté par le Premier ministre, et s'il est, je ne sais pas, Catherine, s'il faudra un vote de l'Assemblée pour y arriver, mais on va y revenir tout à l'heure, mais très clairement, Bertrand François Lubin, est-ce que réellement, si le Premier ministre accepte cette évolution-là, qui sera statutaire, on est d'accord ? Ce qui peut avoir des conséquences statutaires. Oui, tout à fait. Obligatoirement. Voilà. Ouais. Est-ce que ça signifie réellement que nos élus auront davantage de compétences et surtout de responsabilités politiques en termes d'innovation, et voire même en termes législatifs? Alors, pas nécessairement davantage de compétences. Parce que pouvoir, c'est autre chose. Bien sûr, tout à fait. Alors, oui, Catherine m'a déjà repris sur ça. Toujours dans mon registre donc, de pédagogue, une compétence en droit, c'est une habilitation à édicter des actes juridiques. Mais vous voyez bien, c'est l'idée qu'on vous habilite, on vous autorise. Donc c'est le rôle de la loi qui m'habilite à faire quelque chose. Donc ça, c'est une première chose. Mais il n'y aura pas de... C'est pas nécessaire qu'il y ait davantage de compétences. Mais il y aura davantage de responsabilités. Ça, c'est autre chose. Donc responsabilité politique notamment. L'idée, alors ça c'était donc, j'ai parlé de mon hypothèse basse. Deuxième hypothèse basse, c'est qu'on permette aux élus locaux, singulièrement donc de la CTM, de pouvoir prendre des règlements qui soient des règlements d'application de la loi. C'est l'équivalent de l'article 37 de la Constitution, en dehors toujours de la loi. Ça, ce sont des hypothèses basses. Et puis, il y a l'hypothèse haute, d'accord, qui... On a beaucoup entendu parler de pouvoir législatif, mais il faut qu'on se méfie. On n'aura pas de pouvoir législatif. Pour une simple petite raison, vous avez une petite phrase dans la Constitution... Même sur les domaines non régaliens, c'est-à-dire même sur des domaines autres que la défense... Je profite donc de votre antenne pour expliquer ce point. Tout à fait. Vous avez une petite phrase à l'article 24 de la Constitution qui dit la chose suivante. La loi est adoptée par le Parlement. Autrement dit, est loi... un type de norme adopté par un seul et unique organe qu'est le Parlement. À l'exclusion, mais ça, c'est... Donc, je n'aurai pas le temps d'entrer dans plus d'explications. On va y revenir. À l'exclusion du cas de la Nouvelle-Calédonie, donc, ils peuvent prendre des lois de pays. Mais bon, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas un pouvoir législatif strictement parlant. Mais par contre, ce qui est possible de faire, sur le modèle des collectivités de l'article 74, et... J'aime à dire, parce que dans l'article 74, il y a, je dis ça à mes étudiants, j'emploie ces formules pour qu'ils comprennent bien, il y a 74 et 74. Il ne faut pas mettre au même niveau Saint-Martin, d'accord ? Donc, si je dois, il y a une échelle qu'on appelle une échelle de spécialité. Absolument. Au sommet, c'est la Polynésie. Après,
Saint-Barthélemy, et en troisième lieu, Saint-Martin. Saint-Martin. D'accord? Donc, le champ des possibles. Donc voilà, on peut se référer, notamment si on veut aller très loin, au modèle polynésien, et qui prend, donc on peut prendre des lois de pays, mais qui demeurent des règlements, mais ce n'est pas un pouvoir législatif. Mais à partir des matières qu'on nous aura confiées. Ça reste assez technique, mais c'est déjà un peu plus clair. Catherine Conconne, le fameux champ des possibles dont parlait Bertrand-François Lubin, vous vous êtes félicité de ce vote à l'unanimité des présents, des élus du Congrès. Qu'est-ce qu'il nous permet d'envisager aujourd'hui ? Vous savez, il y avait beaucoup de maires, par exemple, dans ce congrès, et je peux comprendre qu'ils soient d'accord pour que ce quotidien soit assoupli. Je répète, on est dans le 73 avec une identité législative. Autrement dit, la loi est copiée-collée chez nous. Cependant, nous sommes des territoires particuliers. On ne peut pas le nier. Il y a des choses qui sont applicables, qui peuvent s'entendre en France, mais qui ici ne peuvent pas être appliquées pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, quelle possibilité on a ? Il y a l'amendement qui est porté lors de l'examen d'une loi. Les parlementaires vont se battre, vont réussir ou échouer, parce qu'on sait très bien qu'au Parlement, ça fonctionne par bloc politique. Il suffit que la majorité soit contre vous et votre amendement ne passe pas. Moi, ça m'est arrivé de devoir faire un petit clin d'œil à mes copains en face de la majorité sénatoriale parce que j'ai 2-3 copines dans le groupe, en leur faisant, en gros, la djeba à moi, quoi. Bon, écoutez, on ne peut pas être plus dans l'aléatoire que ça. Bien sûr. Donc, ça passe ou ça casse. La loi Lodéom, l'an dernier, ça a été un combat. Sans moment, on a gagné à 3 voix. La loi d'orientation. Oui, la loi pour tout ce qui est développement économique outre-mer, qui prévoit, entre autres, les exonérations de charges sociales dans certaines catégories d'entreprises. On a gagné ça, mais après un marathon parlementaire face à Manuel Valls, qui faisait son baptême dans l'Assemblée sénatoriale. Et quand je suis sortie de là, j'ai eu l'impression que j'avais couru 2 marathons relais. Tellement il fallait de l'énergie pour pouvoir convaincre les autres et les ramener sur nos positions. Donc le combat ne fait que commencer, en fait. Deuxième chose, c'est l'ordonnance. Il faut savoir que dans la plupart des lois, le dernier article, c'est les collectivités relevant de l'article 73 ou 74 en fonction du périmètre de la loi. Ce qui n'est pas très démocratique. Voilà, vont être régis par les ordonnances. Autrement dit, le ministère concerné reprend la main et vous édite comment la loi va être décrite chez vous. Normalement, cette loi est censée repasser par le Parlement. Excusez-moi, j'estime être très présente au Parlement. Je n'en ai pas vu beaucoup passer. Pour ne pas dire presque pas du tout. Donc je vous repose ma question. Troisième pouvoir possible, c'est celui qu'on souhaite, qui pour moi est un idéal à venir, c'est de dire, d'accord, la loi elle est votée, mais nous prenons dans les parties qui nous ont été transférées pour avoir plus de pouvoir, on essaye d'écrire, on écrit ce qui serait mieux pour nous. Si on avait ce pouvoir, je prends 2 exemples, si on avait déjà eu ce pouvoir à l'époque, j'estime qu'on n'aurait pas fait le choix d'avoir 3 EPCI à la Martinique. Établissement public de coopération intercommunale, donc CACEM, on a rajouté un échelon qui, pour moi, est venu complexifier la vie politique et à déshabiller les maires. Et un citoyen se retrouve avec une série d'interlocuteurs. Cet échelon, pour moi, n'était pas utile. Et pourtant, ça découle d'une loi qui avait été portée par Chevènement à l'époque, etc. Je prends un autre exemple, la loi SRU. La loi SRU vous dit, dans chaque commune, il doit avoir X% de logements sociaux. 20%. Est-ce que vous pensez que Ajoupa-Bouillon peut atteindre ce chiffre? Est-ce quelqu'un qui travaille à Fort-de-France ou au François ou au Lamentin va pas monter à Ajoupa-Bouillon tous les soirs? Donc, cette loi SRU devrait être, par exemple, déclinée chez nous. Solidarité, renouvellement urbain. Mais en disant, on va l'appliquer à l'ensemble du territoire. Si l'ensemble du territoire, il y a 20-25%, c'est bon. Ça suffit. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Le maire du François a témoigné lors du congrès en disant, chaque année, je dois payer 300 000 € de pénalité. Et pourtant, quand on va au François, on voit bien qu'il y a des HLM partout. Donc, j'ai pris ces 2 exemples-là, mais j'aurais pu en prendre tout un tas. Et nous, quand on est parlementaire, moi, ça fait 8 ans que je suis parlementaire, je suis confronté à ça en permanence. Là, les lois budgétaires arrivent, nous sommes assaillis de mails, de demandes d'entretien, de demandes d'audience, de lobbies divers et variés qui veulent nous voir pour nous dire « Hé, les gars, agissez sur telle loi ». Mais tu agis comme tu peux.
Moi, je suis au Sénat, où la majorité est LR. Là, il n'y a pas de doute. Sur la majorité, c'est un bloc bien compact. Et si les LR votent, c'est réglé. Le reste ne fait pas le poids, puisqu'en plus, ils ont des alliés, comme l'Union centriste, etc., qui votent avec eux. Eh bien, on se retrouve, nous, avec nos 68 élus. Je ne sais plus combien, 64, je crois, sénateurs de mon groupe, on a perdu le truc. Donc, on est tout le temps en train d'essayer de calmer les gens, de leur dire, bon, la djébanou, quoi, bon, laissez faire ce dispositif, ça ne vous concerne pas, donc lâchez pour nous. Donc, ça vous demande de créer des petits lobbies, d'essayer de convaincre des gens dans les couloirs, de leur dire, bon, je présente un amendement là, vote pour moi. Mais il n'est pas bon. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, je ne pense pas, pour conclure, que Martiniquais pourrait préférer cette démarche aléatoire de l'amendement ou de l'ordonnance. L'ordonnance, moi, ça me tue. Ce truc me tue. Je trouve ça d'une horreur. Et figurez-vous, et je termine sur cette anecdote, lors de la loi LOPSI, loi d'orientation pour la sécurité intérieure, on est super concerné en Martinique par les règles concernant la sécurité intérieure. On ne peut pas dire que ce soit un sujet qui nous est étranger. Dernier article de la loi, les ordonnances. Et moi, je dis non. Moi, quand je fais un coup de baroud à Baïta, je prépare un amendement de suppression. Et c'est Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui est au banc. Et je lui dis, bon, monsieur le ministre, je demande la suppression de cet article. Parce que les ordonnances, etc. Et je développe mon truc pendant la minute 30 qui m'est réservée. Je développe mon truc. Et je me dis, bon, monsieur qui dit, moi non. Il va me dire, bon, et puis on va voter mon truc. Et il me donne un avis favorable. Il me dit, vous avez raison. Cette manière de gérer les Outre-mer n'est pas bonne. Exactement. J'ai demandé des chiffres, je ne les ai même pas eus. J'ai demandé que mes services me remontent des éléments, je n'ai rien eu. Je suis d'accord avec vous, il faut une écriture spéciale de la loi sur la sécurité intérieure et je donne un avis favorable à votre amendement de suppression et l'amendement a été supprimé. Donc, je l'ai fait symboliquement. Donc, Catherine Conconne, il y a de l'espoir alors dans les relations avec le gouvernement? De l'espoir, c'est-à-dire... De l'espoir sur les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui. Tout ça tient à la manière d'amener les choses, de voir les choses, mais si on est au point, nous-mêmes, si on est costaud dans notre manière de présenter les choses, si on arrive avec des arguments qui sont bien ficelés, un exposé des motifs qui est massif, qui est bien monté, pour moi, ça ira. L'État, souvent... joue la coquette quand en face de lui, il a des gens qui tiennent pas la route. Il faut qu'on soit fort. Et ça, c'est mon obsession permanente. Faut pas nous river djin devant l'État. Merci beaucoup, Catherine Conconne. On vous retrouve tout à l'heure. On va retrouver à votre place maintenant Francis Carole. Nous avons été rejoints par Francis Carole sur ce plateau. Bonsoir Francis Carole. Bonsoir, merci de votre invitation. Président du PALIMA, membre du Grand Assemblée, aujourd'hui conseiller territorial d'opposition à la CTM. Juste un petit mot, Francis Carole, est-ce que le 8 octobre était un grand jour pour la Martinique? Vous savez, les grands jours, ce sont des choses que l'on définit après. Oui. Après. Un tournant, on va dire un tournant. C'est quand on a constaté que ce qu'on a fait à un moment donné a eu un effet sur l'avenir, qu'on décide que c'est... Je prends un exemple très simple, historique, le 14 juillet. Qu'est-ce que ça a été? C'est rien du tout. Ils sont entrés à la Bastille, etc. Bon, mais ça a eu un effet révolutionnaire. Oui, c'était un jour révolutionnaire, mais ce n'était pas l'acte le plus important de la révolution, mais c'est devenu un moment important dans l'esprit des Français. Voilà. Donc c'est après que l'on voit si c'est historique après. On se retrouve tout de suite, Francis Carole. Bertrand-François Lubin, on a entendu tout à l'heure les explications et le point de vue de Catherine Conconne sur les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui, mais on se rend compte quand même que très clairement, l'État reste souverain en matière de décision et le Parlement, lui, reste souverain en matière de vote des lois. Oui. Donc, est-ce que véritablement, aujourd'hui, on peut espérer davantage de compétences et espérer aller plus loin dans le cadre de ce pouvoir normatif autonome? Enfin, force est de constater, après plus de, on peut dire, 40 ans de processus de décentralisation... On rappelle que les Antilles-Guyane sont département français depuis 1946. Donc ça fait très clairement, ça fera 80 ans l'année prochaine. Oui, tout à fait, oui. Donc, mais s'agissant de la décentralisation, c'est la 40e année, 2025, donc ça fait 40 ans de processus, d'accord? Donc, pour vous dire que ça n'a pas, on n'est pas encore arrivé au terme.
Mais force est de constater que nous sommes toujours dans un État purement jacobin. C'est ancré dans l'esprit des Français. Peut-être plus encore avec le président actuel, d'ailleurs. Alors, surtout, oui, effectivement, on peut effectivement dire que ce dernier est particulièrement jacobin. Mais, alors, lui, c'est peut-être dû à d'autres paramètres. Je parle d'Emmanuel Macron, pas de celui de bien sûr. Celui qui... parce qu'il est néolibéral. Le néolibéralisme, c'est une philosophie qui, peu ou prou, requiert de l'autorité, de l'autoritarisme. Et ce à quoi on assiste, effectivement, c'est la manifestation d'un des éléments qui caractérise cette philosophie, donc qui imprègne le monde depuis les années 70-80 pratiquement. Hein. Donc on est dans le néolibéralisme. Et pour pouvoir aligner notre vie sur le modèle du marché, parfois ça requiert qu'on passe par un peu d'autoritarisme. Donc à la tête de système où le président de la République, c'est l'alpha et l'oméga donc de tout. Effectivement, vous comprendrez. C'est Jupiter. Vous comprendrez pourquoi, effectivement. Donc, ce pays a du mal, à l'instar donc, de l'Espagne, du Portugal ou d'autres, effectivement, de permettre une véritable émancipation locale. Francis Carole, donc vous avez voté, puisque ça a été voté à l'unanimité des élus présents, vous avez voté pour ce pouvoir normatif autonome. Très clairement, quels sont vos espoirs aujourd'hui ou quels sont vos souhaits? Alors, pourquoi ce sourire? Parce que on a l'impression que ça ne va pas changer grand-chose. Dans le prolongement de la discussion qui vient de se tenir, ma conviction, c'est que non seulement l'État est jacobin, bon, c'est vrai qu'il y a eu la fameuse loi 3DS pour essayer de décentraliser un peu. C'est déconcentration, décentralisation. Décentralisation, déconcentration et différenciation. Voilà. Et le S, c'est... Alors, le S m'échappe en ce moment, mais ça va me revenir. On y reviendra. Voilà. Bien. Simplification. Merci Catherine Concol qui nous l'a soufflé. Donc, c'est la fameuse loi 3DS, qui est une exigence des collectivités locales de France. Mais nous n'avons pas seulement un problème d'autoritarisme et de jacobinisme, nous avons un problème colonial. Alors, c'est un mot qu'on ne prononce pas, parce que nous sommes... Parce que pour vous, on est encore dans une logique décoloniale. On doit être dans une logique décoloniale. C'est-à-dire que, évidemment, si on nous dit qu'on fait un petit pas pour sortir de cette impasse, bon, nous allons suivre. Mais nous allons suivre en disant que l'objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut le dire très clairement au peuple martiniquais. Nous pensons que le modèle qui pourrait nous donner un maximum d'autonomie, ce serait peut-être le modèle polynésien. Et encore. Déjà un premier pas. Oui, c'est ça. Et les Polynésiens nous disent l'autonomie à la polynésienne, oui, mais n'y restez pas trop longtemps. C'est-à-dire ça montre toutes les limites de cette affaire. Mais on se rend compte de la complexité même de mettre en place ces compétences-là, puisque que ce soit pour la Polynésie ou pour la Nouvelle-Calédonie, c'est très compliqué aujourd'hui. En termes d'émancipation. Oui, ce n'est pas compliqué, en réalité. Ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que la France entend avoir sur ses colonies une mainmise totale, à la fois pour des questions de prestige international, pour des questions aussi de puissance militaire, et de géostratégie, etc. C'est la seconde puissance mondiale et dans le domaine maritime. Bon, donc tout cela est grâce à l'outre-mer. Grâce à l'outre-mer. Parce que et sans l'outre-mer, la France serait en 100e position. Avec l'outre-mer, c'est éloquent. Elle est en seconde position. C'est édifiant. Donc ce sont ces intérêts que la France essaie de préserver. Et ce n'est pas que le transfert de pouvoir soit difficile. C'est parce que la France veut tout contrôler, de A à Z. Et c'est pourquoi les choses sont difficiles. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une chose. Il suffit de voter des lois, d'avoir une volonté politique. On l'a fait pour la Polynésie, on l'a fait aussi autrement pour aussi la Nouvelle-Calédonie. Et même le fameux accord de Bougival est un exemple de ce que l'on peut faire. Mais il y a d'abord une volonté. On vous sent très sceptique, Francis Carole, mais bon, on vous connaît à ce niveau-là, vous n'entendez rien très clairement du gouvernement français. Mais aujourd'hui, une autre question se pose. Vous avez voté les élus de Martinique, les élus réunis en congrès à l'unanimité. Est-ce que cette unanimité, cette dynamique collective va se poursuivre jusqu'à aller aujourd'hui peut-être défier le gouvernement français pour exiger des responsabilités dès lors que tous les partenaires sont des partenaires loyaux et qu'ils veulent avancer, nous serons nous-mêmes des gens tout à fait loyaux. Nous l'avons montré dans la commission ad hoc. Mais je rappelle que ce qui a été voté par le Congrès, je ne sais pas sur
mon vis-à-vis est d'accord avec moi. Le docteur en droit public Bertrand-François Lubin. Mais il n'y a pas grand-chose. Il y a toute une série de considérants qui expliquent je l'ai lu, qui expliquent les raisons de notre démarche. C'est l'étape pour aller plus loin. Voilà. Et puis, il y a aussi cette demande de pouvoir normatif. Mais après, il y a tout un travail extrêmement précis, technique à faire de notre côté Alors, nous avons identifié un certain nombre d'espaces où ces pouvoirs normatifs seraient nécessaires. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin, il faut les approfondir, il faut faire des propositions. Et donc, nous ne sommes qu'au tout début. C'est une résolution. C'est une résolution. Juste une petite précision. Qui manque une orientation. Voilà, exactement. Ce que dit Francis Carole, très clairement, c'est que on a les possibilités, on va dire, réglementaires, mais en réalité, on doit aller plus loin, quelque part, demander plus pour obtenir un minimum. Et c'est la règle en matière de négociation syndicale, hein, je vais vous dire. Donc, sauf que là, on n'est pas dans le syndicalisme. C'est ce qu'on appelle des répertoires d'action. Des répertoires d'action qui valent à la fois pour le monde syndical, mais aussi pour le monde politique. Donc, pour la négociation en général. Négociation, donc, de manière générale, il faut demander plus pour avoir, en sachant qu'on n'aura pas le plus, qu'on aura un minimum. Et tout le travail, effectivement, je partage, c'est le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, notamment de faire en sorte, et Catherine Concorde le disait tout à l'heure, de faire en sorte que le dossier qui sera soumis au gouvernement soit le plus parfait possible. Et notamment sur les questions techniques. On est d'accord. Plus on est nombreux, mieux c'est. Mais bien sûr, très clairement. Bien sûr. Parce qu'on sait que dans différents domaines, les Réunionnais sont beaucoup plus solidaires que nous. Même les Guadeloupéens, les Guyanais ont l'air de l'être aussi. Et chez nous, on avance souvent... ne nous flagellons pas. On avance souvent dégroupés. Ne faisons pas de l'autoflagellation, parce que nous avançons un peu plus Catherine vite que la Guadeloupe. On va lui poser la question tout à l'heure. Oui, nous avançons un peu plus vite que la Guadeloupe, me semble-t-il. Bon, la Guyane, ils ont leur divergence interne qu'ils essaient de régler. Je vais prendre un exemple très simple pour que les gens comprennent très bien. Par exemple, concernant les scénarios possibles, nous en avons 4. Oui. Il nous faut définir le scénario. Il faut donner du corpus à ces 4 scénarios. Il y a encore un travail. On a évoqué 3 tout à l'heure. Le 4e, c'est lequel? Alors, le 37.1. Le 37.1, voilà. 37.1, il y a... Bon, alors, parfois, 37 et 73.1. 73.1, oui, j'ai dit 73.1. Bon, 37, c'est le 300 inversé. Alors, pour la plaisanterie, 73 plus 1, ça fait 74, donc on aurait dû, dès le 64... Bien. Donc, il y a vraiment un travail considérable à faire, et aussi dans le domaine économique, parce que nous avons parlé de 7 piliers dans le développement économique. Ces 7 piliers, il faut aller au bout de ces 7 piliers. Donc, on ne fait que commencer la réflexion, le travail. Donc, et ça demande évidemment que nous soyons rigoureux, sérieux et aussi techniquement accompagnés pour avoir les dossiers les mieux construits possibles. Aujourd'hui, Francis Carole, vous faites partie du Grand Assemblée. Alors, Alfred Marie-Jeanne n'est plus là, mais vous avez un certain nombre de vos collègues du Grand Assemblée, Daniel Marie-Saint et d'autres, qui sont aujourd'hui présents à la CTM. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut même évoquer le nouveau Front populaire et tout le reste, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tous au sein du Grand Assemblée sur la même ligne concernant cette évolution-là, cette évolution potentielle-là? Nous avons beaucoup discuté entre nous. Bon. Parce que je trouve parfois qu'il y a beaucoup de divergences entre Daniel Marie-Saint et vous, par exemple. Je suis un peu plus radical, mais c'est peut-être l'effet de l'âge. Parce que, ou alors, vous voulez que Daniel Marie-Saint est devenu sage? Peut-être qu'il est devenu sage, mais je pense que sur le fond, on se retrouve. Alors, j'ai une manière d'exprimer les choses qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres. Mais ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que, évidemment, personnellement, j'ai des doutes quant à la volonté de l'État français de desserrer l'étau. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire qu'au-delà de la mobilisation des élus, il faut parvenir à une véritable mobilisation populaire qui oblige l'État français à nous accorder ce que nous demandons. On va rappeler, Francis Carole, qu'au Palima et avec d'autres formations politiques de gauche, je ne vais pas dire d'extrême gauche, je ne vous fais pas cette insulte, vous avez été pour le 74 et aujourd'hui encore vous revendiquez une forme d'indépendance, très clairement. Oui, nous pensons, nous revendiquons l'indépendance nationale. Nous pensons que c'est une parodie, ce système qui existe, c'est une vraie parodie, hérité d'une forme de suprémacisme des Français, etc. Bon, par contre, nous savons aussi que pour y aller, tous les Martiniquais ne sont pas nécessairement prêts. Donc s'il faut des étapes
des transitions, ne sommes pas opposés aux transitions. Mais nous avons une finalité que nous exprimons clairement au peuple, parce qu'avec moi, il n'y a pas de chat en sac. Je dis très clairement les choses. Après, on discute, on débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il faut poser très clairement les questions. Mais ce qui a été voté là, le 8 octobre, ce n'est pas une étape vers l'indépendance. C'est une amélioration de l'existant. Alors peut-être une étape vers l'autonomie, cher à Aimé Césaire, en un temps, et qu'il avait il avait suspendu au moment de l'élection de François Mitterrand en 81, Bertrand-François Lubin. Cette autonomie-là, aujourd'hui, l'autonomie à la Césaire, elle est encore possible? Est-ce que le pouvoir normatif autonome nous dirige vers ça, nous amène vers ça? Alors, l'indépendance, c'est aussi l'autonomie, hein. D'accord. Mais on est loin de l'indépendance. L'idée qu'on se donne, on maîtrise son destin. Quand au XVIIIe siècle, sur cette planète, les gens, on est passé au stade de la démocratie. C'est une étape pour dire, nous, êtres humains, nous prenons en main notre destin par rapport au système catholique, tout ce que vous voulez auparavant. D'accord? Donc c'est un peu l'autonomie, c'est effectivement l'indépendance. L'autonomie suppose, renvoie à l'idée qu'on on prend notre destin en main. Bon. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Avec le pouvoir, l'idée d'un pouvoir normatif autonome, ça participe donc des étapes pour permettre à un territoire qui est celui de la Martinique de se doter de ses propres règles dans un certain nombre de matières ou qui sont estimées comme étant des matières essentielles pour permettre à ce pays, donc à ce territoire de se développer. Mais on est d'accord qu'on reste très loin du modèle polynésien et encore plus du modèle néo-calédonien. Alors, mais on peut très bien rejoindre le modèle polynésien. Par contre, on est très loin du modèle calédonien. Oui. Et même du modèle corse. Pardon? Et même du modèle corse. Ah non, mais la Corse est encore en retrait. La Corse est en retrait par rapport à cette perspective d'aller vers le modèle polynésien. La Corse est en retrait. Francis Carole, pour conclure ce deuxième plateau, aujourd'hui, on est à 2 ans, un peu plus de 2 ans de la fin de la deuxième mandature au sein de la CTM. Non, 3 ans même, c'est 2 ans et demi, on va dire. On a prolongé à cause des élections présidentielles, donc ce sera en 2028. 2 ans et demi, vous qui avez connu les 2 mandatures, soit Alfred Marie-Jeanne, où vous étiez au pouvoir, vous aviez même beaucoup de responsabilités à ce moment-là, vous, Francis Carole, et aujourd'hui où vous êtes dans l'opposition, est-ce qu'en 10 ans, nous avons évolué vers un peu plus de compétences, vers un peu plus de responsabilités? Non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, nous avons fait un aménagement institutionnel. C'est-à-dire que nous avons concentré entre les mains d'une seule structure ce qui existait dans 2 structures différentes. Alors, ce n'est pas sans intérêt psychologique. Ça a un intérêt psychologique, c'est-à-dire que ça veut dire que le pouvoir martiniquais est là, avec toutes ses faiblesses. Mais le pouvoir martiniquais est dans la CTM, avec toutes ses faiblesses. Alors qu'avant, nous avions conseil général, conseil régional, État, etc. Bon, après, c'est à nous, aujourd'hui, de donner à ce pouvoir martiniquais qui est défaillant, il faut le dire, qui n'est pas suffisant. Et on voit les très grosses difficultés que vit la CTM aujourd'hui à différents niveaux. Oui, entre autres. Mais c'est cela la question. Bon, mais nous pensons que il faut aller le plus loin possible à l'occasion de ces discussions. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore élaboré le NANA. Nous avons des pouvoirs normatifs, mais après, comment ça va se décliner, dans quel domaine précis, et jusqu'où, etc. Il y a ce travail à faire. Et c'est là qu'il risque d'y avoir certaines divergences, mais que nous pouvons surmonter. Si la discussion est claire et loyale et transparente, nous pourrons surmonter ces divergences. Mais ce ne sera qu'un tout petit pas vers notre émancipation, parce que nous considérons que nous avons un droit, parce que nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et nous avons le droit à l'autodétermination. C'est un peu ce que Césaire disait. Césaire disait que ce que nous demandons part de 2 constats. Le premier constat, c'est que nous sommes une colonie. Et le deuxième constat, c'est que nous sommes une nation. Et que de ce point de vue, nous avons droit aux modifications que nous avons évoquées. Si je peux ajouter juste un prolongement par rapport au progrès consécutif à l'avènement de la CTM. Alors, il y a une chose, vous avez bien remarqué, donc le fait qu'on ait substitué une seule collectivité aux 2 qui existaient préalablement. Ça a comme conséquence, toute chose a toujours son revers, c'est qu'aujourd'hui, tous les mots MAUX de la Martinique sont imputés à la CTM. Ça, c'est donc effectivement le regret qu'on peut formuler. Mais néanmoins, au-delà de la simple simplification administrative, sur le plan démocratique, il y a aussi un intérêt. C'est qu'aujourd'hui, il est fondamental que les citoyens puissent identifier qui fait quoi, qui est responsable.
Et c'est aussi un mérite de la CTM. Aujourd'hui, on sait exactement, on est en capacité démocratiquement d'identifier ceux qui sont à l'origine de telle ou telle action. Alors, comme personne de la majorité de la CTM n'est présent ici, on ne va pas faire quelques remarques qui pourraient être considérées comme désobligeantes. Loin de moi. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'en ce moment, les abords des routes, par exemple, de la Martinique, ne sont pas forcément en très bon état, et on sait pourquoi. Merci beaucoup, Francis Carole. On va passer au troisième plateau. On se retrouve sans doute très prochainement. Il y a des élections municipales bientôt. On en parlera le moment venu. Merci, Francis Carole. À bientôt, merci. Alors, troisième plateau de cette émission, Béatrice Bellé, députée, jeune députée, hein, oui. Enfin plutôt députée récente, mais jeune aussi d'ailleurs, nous a rejoint. Vous avez été élue, Béatrice, à Fort-de-France, députée de Fort-de-France il y a 1 an et demi, grosso modo, on va dire. D'abord, cette première année à l'Assemblée. Déjà, bonsoir, bonsoir à toi, bien sûr. Jean-Marc, bonsoir à monsieur François Luvin et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Oui, en juillet 2024, j'ai été élue en effet sur la 3e circonscription, qui est la circonscription de Fort-de-France, puisque le périmètre, c'est la ville de Fort-de-France. Oui. Alors, merci à la dissolution d'Emmanuel Macron, qui vous a permis d'arriver Je dois être la seule à le remercier à l'Assemblée. Donc je disais cette première année, avant de parler justement du sujet qui nous intéresse, pour vous, comment ça s'est passé ? Plutôt bien, ardemment, parce que je n'ai pas arrêté. C'est vrai que je crois avoir pris 4 jours en tout et pour tout de congé, mais parce que l'actualité était dense, parce que je crois qu'en 1 an, peut-être ces 3-4 dernières années, l'activité parlementaire a été particulièrement turbulente, et elle continue à l'être. Donc obligé d'être au feu. Et puis, j'ai très rapidement, d'ailleurs, eu à charge une proposition de loi également, donc qui prend beaucoup de temps, des auditions, exactement, loi d'urgence contre la vie chère et pour la régulation économique. Donc, vous avez battu un record, Béatrice Bellé. C'est vrai. Vous avez connu combien ? 4 premiers ministres ? Oui. en l'espace d'un an et demi. D'un an et demi, oui. Et on peut presque dire 5, puisqu'il y a eu 2 le cornu. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Donc là, on bat tous les records. Et 5 ministres de l'Outre-mer. Oui. Exact. Et on aurait même pu dire 6, parce que M. Valls, à la faveur le cornu 2, a été changé, mais il avait été maintenu. Alors, vous avez voté, vous aussi, Béatrice Bellé, en faveur de ce pouvoir normatif autonome. En tant que député, qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective, selon vous ? Alors, pour l'heure, pas grand-chose. En tout cas, le vote de cette résolution n'est qu'un vote d'une résolution, c'est-à-dire là, tous les élus se mettent d'accord sur l'idée que la Martinique doit être dotée de plus de pouvoir, de sorte à adapter finalement la loi à nos réalités. Moi, j'aime dire réalité, pas obligatoirement spécificité. Moi, j'aime pas ce mot-là. Non. Voilà. Alors, non, mais c'est tout simple, parce que d'ailleurs, j'en ai parlé pendant le congrès. Les spécificités, c'est quelque chose qui est intrinsèque à soi-même. Bon, et donc, qui renferme surtout. Et qui parfois enferme, mais c'est surtout spécifique. C'est l'insularité est une spécificité. On ne pourra pas la changer. Par contre, nos réalités, elles évoluent. Et c'est pour ça que nous demandons à pouvoir avoir la possibilité de légiférer nous-mêmes, parce que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Et l'adaptation de la vision parisienne, jacobine, donc qui centralise tout, ne prend pas en compte ça. Bon, d'autres en ont parlé précédemment. Je ne veux pas refaire le film, mais moi, je me suis rendu compte quand même, parce que pareil, j'étais brutalement dans l'analyse du projet de loi de finances, donc du budget de la France pour la sécurité sociale et pour la France en général, m'a montré qu'à chaque fois qu'on avait un amendement à faire parce que ça correspondait plus à nos réalités, eh bien, on avait du mal à convaincre. Même si on a convaincu. L'essentiel d'ailleurs des dispositions sur lesquelles nous sommes faire embarrer globalement, où nous aurions pu être embarrés, sont passées pour certaines. Embarré, ça veut dire clairement, on vous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Presque, de la part des gouvernements, mais finalement elles sont passées dans l'Assemblée. Et c'est à la faveur du 49.3 qu'un certain nombre d'entre elles ont disparu. On avait, par exemple, réussi à faire aligner les revenus, parce qu'on disait que la vie chère, c'était aussi une question de revenus, les revenus, les revenus sociaux, mais également le revenu minimum, sur, on va dire, entre 25 et 40%, avec des études d'impact à faire et tout ça. Giovanni William avait rédigé, je l'ai présenté, un amendement sur la suppression de la TVA. Bon, tout ça s'était passé dans l'hémicycle. Pour nos téléspectateurs, juste une petite chose, juste une petite seconde.
en disant qu'on ne demande rien, puisque la TVA n'existe pas en Guyane. Oui, ni à Mayotte. Bon, Ni à Mayotte, ce qui ne fait pas d'ailleurs de ces deux territoires les territoires les moins chers. Donc on a, en même temps qu'on avait demandé ça, moi j'avais rajouté un amendement d'ailleurs à cet amendement, demandant une étude pour voir ce qui pouvait se faire à un moment N, et N+1, puisqu'on sait aussi que lorsqu'il y a des niches, un certain nombre d'acteurs économiques en profitent pour augmenter les prix. Bref, tout ça s'était passé, mais 49.3, bam, tout ça disparaît. Donc, quelque part, on se rend compte que lorsque nous essayons d'avancer sur le logement, sur l'emploi, sur les études, on a, par exemple, moi j'ai porté auprès du ministère de l'enseignement supérieur l'idée de coopération avec l'université des West Indies, de la Caraïbe, et des universités américaines. Ce à quoi il était parfaitement, d'ailleurs, favorable, mais pour que l'on puisse le faire, il faut demander, il faut parlementer, il faut négocier. Et puis, ce n'est pas simplement le ministère, c'est aussi finalement l'université qui est elle-même autonome. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est aussi le budget. Enfin bref. Donc tout ça, à chaque fois, demande, sollicite un effort incommensurable pour que nous puissions répondre à nos réalités. Et en l'occurrence, par exemple, pour le dernier sujet, nos réalités américaines. Ouais. Nous sommes sur ce pan du monde qui sont de la grande région des Amériques, Caraïbes. Voilà. Bertrand-François Lubin, on a face à nous donc la première secrétaire de la Fédération socialiste de Martinique, mais aussi la députée de Fort-de-France, députée de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin plutôt quel rôle aujourd'hui nos députés, nos parlementaires en général, mais particulièrement nos députés qui sont les premiers en fait à examiner la loi, nos 4 députés de Martinique ont à jouer dans le cadre de ce peut-être futur pouvoir normatif autonome? Le rôle de lobbying, parce que c'est la meilleure façon donc d'imaginer au-delà donc de la fonction donc de représenter la Martinique, puisque bon, à partir du moment où on est élu, on n'appartient plus à sa circonscription, on devient représentant de la nation, ce qui est une pure fiction liée à la conception de la nation retenue par CIS, en France, notamment suite à CIS. C'est du lobbying, je ne vois pas. Donc, il faudra effectivement, donc, avec une solidarité entre tous ces parlementaires, que tout le monde soit au diapason et jouer ce rôle de lobbying pour que les choses puissent aller dans le bon sens, à l'instar donc, de ce qu'on peut observer ailleurs. Le lobbying, les Réunionnais sont très experts en la matière auprès de l'Union européenne. Il faut que plus que jamais, que nos parlementaires deviennent des lobbyistes. Nous le sommes déjà. Je reviens vers vous avec une dernière question tout à l'heure, Bertrand-François Lubin. Béatrice Bellé, est-ce qu'aujourd'hui, vous jouez ce rôle de lobbying, et est-ce qu'aujourd'hui, les 4 députés martiniquais, on rappelle que vous êtes la seule femme, mais on a aussi Jean-Philippe Nilor, le plus ancien, Marcelin Nadeau et également Giovanni William, le plus jeune. Est-ce que très clairement, vous avancez groupés? Oui, sur certaines questions, on avance groupés. Oui, donc on appartient à des groupes et ce qui fait que de toute façon, la plupart du temps, ces groupes votent ensemble. On se cite, on co-signe la plupart des amendements des uns et des autres. En tout cas, quand on en a la possibilité. Donc oui, on avance globalement groupés. Mais je tiens à dire que nous sommes à chaque fois de toute façon des lobbyistes. Moi, je vais encore un peu plus loin puisque j'ai des collègues parlementaires au niveau du Parlement européen. Donc, vous êtes porte-parole du groupe et je suis porte-parole. À l'Assemblée? Alors oui, je suis porte-parole du groupe socialiste, donc 68 députés, parce que justement, il y avait un besoin de parler des réalités des pays des océans, parce que moi je ne dis pas outre-mer, je dis pays des océans, parce que moi, ça dit tout le monde, c'est vous mon outre-mer lorsque je suis chez moi. Bon. Je tiens quand même à parler d'une chose dont vous n'avez pas beaucoup parlé, et je crois que c'est la démocratie. On va peut-être juste... Sur le Congrès. Oui, Catherine, non, mais sur le Congrès, c'est... Béatrice, on y revient, mais je vais libérer Bertrand-François Lubin, parce qu'on va retrouver Catherine Conconne. Bertrand-François Lubin, le juriste conseil dirait quoi aujourd'hui à nos élus qui ont voté pour ce pouvoir normatif autonome? Je crois l'avoir déjà un peu répété à plusieurs reprises au cours de cet entretien. C'est le travail technique qu'il y a à faire aujourd'hui, s'agissant donc de ce que nous souhaitons, notamment, donc, il faut donner du corps à ce concept, parce que ce n'est qu'un concept pour l'instant, pouvoir normatif autonome. Donc, quels sont les champs du possible? Nous avons une constitution avec ses pesanteurs, mais rien n'est figé, parce qu'on peut toujours réviser la constitution.
D'accord? Mais pour ce faire, il va falloir qu'on nous ait un dossier qui soit, passez-moi l'expression, bétonné. Donc il faut qu'on vienne vous voir, qu'on vienne voir également... Pas nécessairement moi, mais il y a Justin Daniel, il y a plein de gens Fred Constant, qu'on vienne voir un certain nombre... Il y a des Guadeloupéens aussi qui ont beaucoup réfléchi à cette question, certains de vos collègues Ma fonction d'enseignant, c'est ma manière à moi de militer politiquement. La pédagogie avant tout. Donc la pédagogie. Donc s'il faut... je l'ai toujours fait. Dès lors que l'on fait appel à moi, je n'ai jamais effectivement refusé, dès lors que je suis en mesure d'apporter ma contribution. J'ai déjà mes idées sur ce qui est possible de faire, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Bertrand-François Lubin, docteur en droit public, et je le dis quand même, expert en droit constitutionnel, même si vous ne voulez pas qu'on le dise comme ça. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Dernier plateau de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi deux femmes, deux parlementaires martiniquaises. Donc on était à l'instant avec Béatrice Bellé. On retrouve Catherine Conconne qui a démarré cette émission. Catherine Conconne, vous vouliez réagir par rapport à la question que j'ai posée à Bertrand-François Lubin en tant que juriste conseil. Oui. Le gros travail qu'il y a à faire en premier, c'est définir un tracé politique. Qu'est-ce qu'on veut exactement ? Un objectif et une Quels stratégie. sont ces pouvoirs que l'on voudrait voir délégués? Dans quel domaine? Quels sont les blocs à transférer et à travailler? C'est surtout ça qui est important. Après, comme aime dire la célèbre maxime, le politique est indéfini, les juristes vont entrer en jeu et vont permettre de rendre la chose compatible avec un vote, avec la Constitution, avec plein de choses, pour un cheminement qui soit le plus heureux et le plus vertueux possible. Mais dans un premier temps, il faut d'abord travailler le tracé politique. Et vous vouliez préciser aussi que parfois certaines lois passent d'abord par le Sénat. Oui, souvent des lois passent par le Sénat en un, et puis le Sénat est aussi saisi en un quand il s'agit de collectivités locales. J'ai par exemple souhaité qu'il y ait une réforme de la gouvernance de la collectivité actuelle, parce qu'il y a quelques éléments qui, à mon avis, ne sont pas très, très harmonieux. On va dire ça pour être très, très doux dans mon propos. Et si ça se transforme en loi, c'est par le Sénat que ça va passer en premier. On sait que d'ailleurs le Sénat, qui est considéré comme la chambre haute et aussi la chambre des sages, c'est très souvent lui, en réalité, qui... J'aime pas trop ce terme de sage, ça veut rien dire. Non, mais c'est un terme ancien qui aujourd'hui n'a pas forcément ça n'a aucun sens. De signification. Les sénateurs sont plus vieux comme avant, et puis on peut être vieux et turbulent, donc c'est pas une question d'âge. C'est surtout une collectivité, c'est surtout une institution qui, comme elle n'a pas de limite, elle ne peut pas être sanctionnée par le 49.3 et tout, elle prend son temps et elle va très au fond des choses. Donc ça permet beaucoup d'auditions en amont de la loi, etc., etc. Alors, on revient à ce pouvoir normatif autonome donc, souhaité par les élus martiniquais dans leur ensemble. Béatrice Bellé, donc vous êtes les deux femmes parlementaires martiniquaises. Vous travaillez, je le pense, ensemble aussi sur un certain nombre de dossiers. Vous vous consultez en tout cas régulièrement. Aujourd'hui, Béatrice Bellé, alors on espère que la loi sur la vie chère va un jour être examinée au Parlement, en ayant peut-être un gouvernement un petit peu plus stable. Mais aujourd'hui, très clairement, à l'issue de ce vote pour un pouvoir normatif autonome, est-ce que votre travail à l'Assemblée va changer ? Pas seulement sur le plan du lobby, non. Je parle pas du fond. Il a vocation, mais je tiens à revenir, je l'ai dit avant la petite coupure, à revenir sur un point. Qui me paraît essentiel, notamment pour les personnes qui nous écoutent. Il y a une méthodologie également qui a été arrêtée. Dans cette méthodologie, il y a une consultation de la population qui est prévue. Je crois que... qui pourrait se faire dans combien de temps ? Beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Si on change de statut. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions, mais même là, dans le cadre, l'une des étapes, là, ça sera d'aller vers de la pédagogie, d'expliquer les champs des possibles également. En tout cas, c'est ce qu'a prévu aujourd'hui la collectivité. Je crois que c'est très important de dire que le souhait, et c'est aussi pour ça que nous avons validé cette procédure, le souhait est de faire de chaque Martiniquais un acteur aussi de ce changement et de la compréhension de ce souhait de changement. Il ne faut pas que ça reste une espèce de petite chambre très fermée, un petit joujou des élus qui vont au gré de leur lubie changer la Martinique du jour au lendemain, d'autant que, moi je l'ai dit de façon très ouverte, les Martiniquaises et les Martiniquais ne nous ont pas
de façon expresse, donner mandat pour ça, mais un mandat encore plus important qui était celui de discuter, de définir les voies et moyens, ça c'est un mandat qui nous revient, les voies et moyens de faire une Martinique plus harmonieuse, une Martinique qui se développe mieux, une Martinique qui forme mieux, une Martinique qui accueille mieux, une Martinique qui permet en tout cas un mieux vivre. Et ça, en effet, nous allons toujours en qualité de parlementaires, avoir également, notamment sur la partie régalienne demain, mais sur d'autres parties, il y a un choix qui va être fait sur les pouvoirs. Donc ils ne vont pas tous, ce ne sont pas tous les pouvoirs sauf le régalien. Nous avons droit, nous pouvons demander tous les pouvoirs sauf les régaliens, mais ça ne veut pas dire qu'on va demander tout. Alors, les régaliens, on va rappeler, c'est l'éducation, c'est la défense, la sécurité, etc. La monnaie. L'armée, la défense, enfin, comme on l'a dit, et la monnaie notamment. Voilà. Donc, mais rien ne dit qu'il n'y a pas des pouvoirs dont on ne voudra pas. Et d'autres d'ailleurs dont on ne voudra pas se départir, parce que peut-être qu'il y a des pouvoirs dont on voudra aussi se départir, on ne sait jamais. Bon, mais les discussions doivent aller bon train, et puis pareil, il faut rappeler aux Martiniquaises et aux Martiniquais que les débats qui ont eu lieu durant le congrès sont publics, qu'ils sont visibles sur les réseaux, et notamment sur YouTube, en allant sur la chaîne de la collectivité. Il y a 10 heures de vidéo, donc il faut quand même... Non, mais il faut... ça a toujours été le cas, c'est comme les plénières, c'est comme les conseils municipaux. Mais bon, on peut... Si les gens veulent suivre, ils ont de quoi suivre. J'imagine mal quand même les personnes suivant 10 heures de débat. Il y en a pas suivi. Mais nous, on était là, on l'a fait, et donc je pense qu'il faut se donner aussi les moyens de la démocratie, et donc parfois prendre un peu le temps pour comprendre ce qui s'est dit, et ne pas... d'ailleurs, parler ou revendiquer des choses qui n'ont pas été dites ou n'ont pas été faites. Catherine Conconne. Il faut savoir aussi, petite précision, que le Congrès, c'est quelque chose de tout à fait réglementaire, qui est encadré dans une loi du 31 décembre 2000 et qui permet donc aux élus de nos collectivités de pouvoir se réunir pour parler évolution institutionnelle. Avant, cette volonté ne pouvait être traduite que par l'État et dictée par l'État. Aujourd'hui, les élus ont le droit de se réunir sur ce thème, d'échanger entre eux. Ça nous a fait une journée où on est un peu sorti de notre train-train quotidien et on a pu échanger sur des choses extrêmement profondes de remise en cause de notre quotidien, de notre façon de faire et avec les moyens qu'on a. Donc, ce n'est pas un simple caprice d'un élu qui se réveille un matin et qui décide qu'il y a un congrès. C'est inscrit dans une loi. Et c'est un vote. Absolument. Ça a été voté par l'Assemblée. Catherine Conconne, on a compris tout à l'heure, quand vous avez évoqué dans le deuxième plateau, je dirais la posture que doivent adopter aujourd'hui les élus martiniquais, autrement dit, demander, avancer unis. Il y a quand même une notion de rapport de force qui existe déjà et qui doit être poursuivie vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire, clairement? Vous, en tant que parlementaire, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce qu'il faut faire davantage de lobbying à la fois au Parlement Je n'aime pas le terme lobbying parce que c'est trop collé au monde des affaires. On sait par exemple que... Je dis simplement que nous sommes dans le droit. Il y a une notion de droit. Nous sommes un État de droit et cet État de droit prévoit que des élus puissent réclamer une évolution du rapport avec la France. Je préfère résumer comme ça, parce que ça peut être institutionnel, ça peut être statutaire, c'est des choses différentes. De notre relation et de notre quotidien, notre manière de faire avec la France. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un statut de colonie, on est devenu département, les années 80 ont acté des décentralisations, donc c'est une matière qui bouge en permanence et qui s'adapte au temps qui passe. Nous sommes dans le droit. Autrement dit, il y a un certain nombre d'étapes qui sont écrites et compte tenu de ce droit que nous avons, l'État a l'obligation de nous écouter, de travailler avec nous, d'être dans un partenariat proactif. J'ai appris tout à l'heure que le président du conseil exécutif reçoit le préfet demain ou après-demain pour lui faire part des travaux du Sénat, de la CTM, du Congrès. Et donc, on va arriver à une démarche qui est écrite dans le droit. Non, c'est pas... Il faut sortir de l'idée de lobbying qui donne l'impression qu'il faut aller flatter. Il y a quand même un rapport de force avec l'État. Non, il n'y a pas de rapport de force. Il y a un déroulement.
légal. Il y aura aussi un rapport pédagogique, évidemment, parce qu'il y a tout de même au niveau central, donc en France, moins de personnes qui connaissent, plus de personnes qui méconnaissent les pays des océans que de personnes qui les connaissent. Donc il faut redire, mais il faut s'appuyer aussi sur ce qui est en train d'être fait au niveau national. Il y a déjà 3 ans que lors du congrès des présidents des régions de France, un développement de l'autonomie des régions a été posé comme étant une résolution des régions de France. Les régions de France demandent à avoir plus d'autonomie dans l'application, dans la mise en œuvre de la loi, mais singulièrement, parce qu'on parle de loi, de pouvoir, mais c'est comment nous sommes en capacité de mettre en œuvre des politiques publiques. Et la sénatrice Catherine Conconne a raison de dire, en dehors de ça, il va quand même falloir aussi parler à l'État comme à la population de l'idée d'un projet politique. Pourquoi on veut plus? Pourquoi on pense que c'est nécessaire? Pour faire quoi? Ce sont des questions auxquelles il va falloir répondre et de façon très transparente. Et il va falloir y répondre, et peut-être même en même temps, et à la population et à l'État. Pourquoi nous voulons? Quels sont nos objectifs? Et il faut aussi se fixer des objectifs. Je rappelle que la Corse est dans une démarche pour obtenir ce qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'ils veulent un pouvoir d'habilitation modernisé, plus facile, etc. Et ils demandent eux aussi le pouvoir normatif. Donc les Corses, c'est pas l'outre-mer. Donc ils sont aussi dans une démarche parce qu'ils sentent qu'il y a une espèce d'étranglement à faire, à bien faire, à mieux faire. Et ils sont dans la même démarche. Donc je vois pas pourquoi on aurait, il faudrait qu'on fasse du lobbying. Non. Il y a une démarche qui est écrite, qui a une procédure. Nous arrivons devant la France en adulte. Alors, en adulte, pas en messie souple. On termine cette émission avec juste votre réaction à la nomination de Naïma Moutchou, qui est la 6e, c'est ça, Béatrice, 6e ministre de l'Outre-mer depuis... 7e. 7e ministre de l'Outre-mer depuis un an et demi, Catherine Conconne. Elle est proche d'Édouard Philippe, donc parti Horizon. Vous la connaissez? Pas du tout. Vous savez, je ne m'attache pas aux gens dans un gouvernement. Pour moi, les gens passent, le pays reste. Là où il doit avoir la force, c'est nous avant tout. C'est nous avant tout. Notre force à nous imposer, notre force à dire, notre force à faire. Quels que soient les interlocuteurs. Et si on est fort, si on est costaud, si on est cohérent, l'interlocuteur plie. Et s'aligne sur nous. Césaire avait l'habitude de dire... Que vous évoquez le rapport de force. Non, non, pas de rapport de force. Un déroulement légitimement mature et adulte. Voilà. Césaire disait, accommodez-vous de moi, je ne m'accommoderai pas de vous. C'est exactement dans cette logique que je suis. Et c'est pourquoi je ne fais pas de... Vous n'allez jamais m'entendre avoir des réactions pour dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Vous aimiez bien Manuel Valls quand même. On avait une habitude de travail. Depuis une année, il y a des choses qui étaient en train de se construire. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, puisqu'il était venu en Martinique à plusieurs reprises. Il avait surpris d'ailleurs dans ses relations avec l'Outre-mer. Bon, il y a des choses qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Mais bon, et puis quand on a commencé à faire quelque chose avec quelqu'un, c'est un peu compliqué de dire, à la veille d'un débat budgétaire, on arrête et puis on repart sur autre chose. Donc, moi, en face, quand je vais rencontrer cette dame, je serai une adulte face à elle et je vais lui dire, voilà comment j'entends la relation. Soit elle va accepter, soit elle ne va pas accepter, mais peut-être que je vais rester encore plus longtemps qu'elle en tant qu'élue. Béatrice, pour conclure, vous la connaissez, Naïma Moutchou? Oui, parce qu'elle est députée et que donc vous avez siégé en commission avec elle, par exemple? Oui, parce que j'ai déjà circulé dans les commissions. Elle est d'origine algérienne. Franco-algérienne, franco-marocaine. Marocaine, pardon, oui, tout à fait. Franco-marocaine, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Si elle est là, c'est qu'elle a la légitimité pour l'être. Néanmoins, moi, je n'ai pas obligatoirement, peut-être que c'est ma jeune expérience qui me fait dire ça, mais enfin, je me rends compte quand même que les ministres des Outre-mer passants, il y a quand même plus de facilité à s'imposer, à imposer des réalités et du temps gagné quand on a un ministre qui connaît. Bon, ce qui était le cas de Manuel Valls, notamment parce qu'il avait été au gouvernement, Premier ministre, qu'il a eu à porter la loi égalité réelle. Il était au départ de votre parti?
Il était, oui, il en est parti. Hein, et écoutez, comme M. Philippe était de En Marche et M. Ciotti DLR. Bon, donc il y a des gens qui s'en vont, des gens qui restent. Ce qui est sûr, c'est qu'on le connaissait et qu'il y avait tout de même des travaux qui ont été débutés et pas n'importe lesquels. Voilà, donc c'est en ça que c'est dérangeant. Et moi, je le dis parce que je n'ai pas de peur à le dire et que je n'ai pas obligatoirement la même posture. Oui, c'est compliqué d'avoir 8 ministres des Outre-mer. C'est compliqué parce que nos pays ont des réalités qui sont différentes, qui ne sont pas généralistes. Elles ne sont pas généralistes. Donc, bien sûr qu'on va s'imposer en tant qu'adulte dans la relation que l'on va avoir. Il n'y a pas... c'est pas parce que c'est ministre que c'est... Oui, mais c'est les ministres. Non, on n'a jamais eu ça. Enfin, moi, la première par ailleurs. Mais je crois néanmoins qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que le rapport est facilité suivant les personnes. Non. Quelqu'un qui connaît un tant soit peu nos territoires, les acteurs, l'histoire, se rend plus facilement à l'écoute, plus rapidement à l'écoute de ce qu'on va lui dire. Et puis, par ailleurs, ça permet parfois de mieux choisir son staff. Bon, Manuel Valls savait, dans son équipe technique, qui il allait prendre parce qu'il a lu les écrits de certains et qui il n'allait pas retenir. Mais quoi qu'il en soit, le travail va continuer, quelle que soit la durée de cette fonction de Mme Naïma Mouchou. Et les parlementaires vont continuer à travailler de toute façon sur le PLF, le PLFSS et autres. Merci beaucoup, Béatrice Zélé. Merci beaucoup, Catherine Conconne. Pour conclure, moi, je n'accorde aucune importance au ministère de l'Outre-mer. Il peut fermer demain, ça ne va pas changer ma vie. Le ministère de l'Outre-mer a une petite influence extrêmement réduite. Extrêmement réduite. Vaut mieux aller dans les autres ministères quand on a besoin de quelque chose. Bon, ça gère quelques lignes de LBU, quelques lignes d'exonération, le RSMA, mais c'est pas... Si vous voulez quand même le pont parfois avec les autres ministères. Laisse-moi finir. J'interromps pas, donc ne m'interromps pas. La nomination de Mme Mouchou ne va pas changer. Non, ça va pas. Et le ministère de l'Outre-mer, s'il ferme demain, c'est pas ça qui va changer le cours de notre vie. Donc on peut nommer Pierre-Paul Jacques, perso. C'est pas mon... J'en fais pas un truc particulier qui va changer ma vie. Et la suite nous dira ce que deviendra ce pouvoir normatif autonome voté par le Congrès des élus le 8 octobre. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Graphe TV. Bonne soirée, bonne journée. Merci à vous.